Eh bien, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette masterclass euh, qui nous tenait à cœur, Olivier et à moi, de vous présenter ce soir la régénération cellulaire, la longévité en vitalité et surtout le rôle est clé, fondamental, crucial de l'eau dite vivante. Bonsoir, monsieur Olivier Neveu. Salut, monsieur Stéphane Robin. Et bonsoir à toutes et tous. Et effectivement, heureux d'être là pour parler de ce sujet et puis plus largement presque du vivant, parce que qui dit régénération dit vivant, ça va de pair. Ça va de pair, oui. D'ailleurs, on va commencer avec ça dans quelques instants. Ouais. Mais peut-être que dans notre audience ce soir, il y a des personnes qui ne te connaîtraient pas. Alors, qui Eh bien, es-tu? qui C'est une vaste suis-je? question, mais C'est une bonne question qui reste toujours d'actualité. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel étagère? c'est Mais ça. moi, à cette question-là, moi, aujourd'hui, je réponds souvent, je suis explorateur du vivant, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment, du coup, quand je me retourne, d'avoir exploré le vivant, alors surtout dans le corps, avec le corps, par le corps, à travers le corps, mais ça a été mon champ d'investigation, et pour moi et avec mes patients. Donc voilà, explorateur du vivant, mais sinon, bon, après, mon cursus, c'est kiné de formation, formé aux thérapies manuelles énergétiques, formé à la mémoire cellulaire, ça c'est une étape majeure, c'est il y a maintenant un peu plus de 30 ans, et parce que ces études m'ont vraiment permis de croiser des scientifiques, et notamment Jacqueline Bousquet, que je cite souvent, qui est Ouais. la première personne à m'avoir sensibilisé en grande partie au sujet qu'on va évoquer ce soir. Elle est vraiment une des balises sur laquelle je me suis appuyé voilà, pour rentrer dans cette exploration. Voilà. Eh bien, ça tombe bien. Et toi? Moi, qui suis-je, où vais-je? Moi aussi. Bah, moi, j'exerce la profession de coach et de conférencier. Et j'aime partager, en fait. Et j'aime transmettre. Transmettre par les connaissances, mais transmettre aussi par l'expérience. Donc, à travers les méditations, par exemple, la respiration, par rapport à l'eau, notamment, puisque je me considère comme un porteur d'eau des temps modernes, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, d'eau vivante en l'occurrence. Et ce que j'aime, c'est qu'on puisse partager différents sujets, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, comme sur la tienne d'ailleurs. On peut explorer divers sujets très variés, mais qui ramènent toujours à l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au vivant, à l'humain, au vivant de manière générale. Voilà. Et à l'humain en particulier parce qu'il est à la fois très simple et c'est ça qui est compliqué. C'est une machine qui peut être très très complexe et qui finalement n'a pas besoin de grand-chose si c'est bien fait, on va dire, si c'est juste. Voilà, donc on avait envie de commencer avec Olivier, déjà définir cette régénération cellulaire. Comment on pourrait définir, Olivier, la régénération cellulaire selon toi? Je dirais que c'est un des paramétrages du vivant, en fait, hein. Le fait que le corps a le corps et le vivant. Moi, je ramène ça toujours au corps. Mais c'est un des paramétrages du vivant, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie que de pouvoir régénérer notre capital cellulaire, créer, on va dire, des cellules non pas identiques, mais semblables, et on va voir pourquoi c'est différent. Mais avant tout, ça s'inscrit au cœur de différents termes qui qualifient le vivant. Et pour ça, je voulais m'appuyer sur quelques petites images pour prendre conscience de différents mots qui qualifient le vivant, auquel participe ce principe de régénération, mais pas que. Donc, si ça te va, est-ce qu'on peut peut-être démarrer par ça? Ah mais carrément, Hein. Donc, évidemment. je vais faire ce petit partage d'écran pour vraiment voilà, éclairer le vivant à travers différents maîtres mots, et c'est bon d'avoir conscience de ça, je pense. Alors, c'est un petit dessin que j'ai fait, au départ, je l'avais fait pour moi, donc là, je vous le partage, mais j'espère que ça sera assez clair. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas tarder à partir. Voilà, je pense que vous avez la vue de cet arbre. Donc, j'ai fait ça sous forme d'arbre, parce que c'est effectivement un schéma qui m'est cher. La notion d'arbre, l'homme est un arbre planté à la rupture des eaux, disent les textes. Donc, c'est vraiment un schéma qui me tient à cœur. Alors, je vais poser sur cette table différents mots clés. Là, deux premiers mots qui sont incontournables à partir du moment où on parle du vivant et d'interrelation, c'est le mot homéostasie et homéostatérie. Ça parle de la nécessité d'équilibre. Homéostasie, c'est plutôt un équilibre statique.
Homéostatérie, ce mot-là, je l'ai créé, je ne sais pas s'il existe. J'ai fait du Damasio, en quelque sorte. Homéostatérie, c'est un équilibre oscillant, parce que l'univers est fluctuant et impermanent, il n'est pas statique, en partie parfois statique. L'homéostasie colle bien pour, par exemple, parler de l'équilibre sanguin, c'est-à-dire que le sang, lui, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quant à son pH, par exemple. Donc, il y a l'homéostasie, mais il y a aussi l'homéostatérie, c'est-à-dire le fait de rester en équilibre, mais aussi en mouvement. Ensuite, d'autres mots pour parler du vivant. Bah déjà, la complexité. Voilà, inutile de dire que c'est hyper complexe, tous les réglages, tous les ajustements qui se font, dont le mot autorégulation, qui parle aussi de ça. À chaque instant, notre corps passe son temps à s'ajuster. Quand c'est trop chaud, il met du trop froid. Quand il y a du plus, il met du moins et inversement. Et pour la gestion de tout, de toutes nos enzymes, hormones, glycémie, enfin n'importe quel taux est soumis à ces ajustements permanents, avec une notion de biofeedback, c'est-à-dire qu'il passe son temps à informer de tout ce qui se passe. Et notamment, bah, si on prend régulièrement, je sais pas, un complément alimentaire, un médicament, eh ben, l'information est donnée pour que le corps ajuste une production hormonale ou autre, enfin les métabolismes concernés, pour se réguler au regard de cet apport qui vient de l'extérieur. Ensuite, les mots suivants, alors création de forme de vie, eh ben là, on commence à toucher à la notion de régénération, hein, le fait qu'à chaque fois, le corps est capable de créer les formes propres à la vie. Qualité colloïdale et cristalline, ça, on va y revenir avec l'eau parce que c'est majeur d'avoir à l'esprit que le vivant est organisé de façon cristalline, et notamment pour réaliser ce qu'on appelle les phénomènes piézoélectriques, c'est-à-dire comment je peux avoir à disposition de l'énergie. Et un des sujets de ce soir, c'est la vitalité. Autre mot, adaptabilité. Qu'est-ce qui est apparu chez moi? Adaptabilité, régénération, résilience. Donc voilà, tous ces phénomènes. Alors l'adaptabilité, ça c'est fondamental, hein, ça c'est vraiment un mot-clé du vivant, qui tient au fait que voilà, comme l'univers est fluctuant et est impermanent, il faut pouvoir, à chaque instant, pouvoir s'adapter. La régénération, la résilience. Donc régénération, là, on va voir ça, c'est-à-dire que le corps passe son temps à renouveler son capital cellulaire. La résilience, c'est comment, parce que je vis un stress, un accident, quoi que ce soit, qui me déforme, comment à terme je peux retrouver ma forme initiale. La résilience, c'est vraiment ça. C'est comment je me donne les moyens de revenir à la forme initiale. Je dis bien initiale, hein, parce que c'est un terme qui vient de la métallurgie, la résilience. C'est la différence entre le plomb et l'acier. Tu fais tomber du plomb, il peut péter. Tu fais tomber de la fonte, pardon, elle peut péter. Tu fais tomber de l'acier, il va se déformer et revenir à son état initial. La résilience, c'est vraiment ça. Le corps qui a cette capacité et cette réversibilité insoupçonnée. Autre mot, la féralité, la prodigalité, la puissance. Ça parle vraiment de la puissance de vie. Et la prodigalité, c'est presque la jungle. C'est-à-dire il y a une puissance de vie dans notre corps insoupçonnée et qu'on se rend compte que si on lui offre tous les moyens, ben on ne soupçonne pas à quel point ça peut nous garder bel et bien en vie avec une belle vitalité. La féralité touchant à cette notion de sauvage. Alors là, ça prend plus appui sur le vivant dans la nature, mais la caractéristique du sauvage est très liée à la notion de régénération. La régénération, c'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose qui échappe. Ensuite, encore des mots-clés, syntropie, symbiose, synergie, syntrophie. C'est autant de mots qui parlent de la notion de collaboration, d'interaction, de faire ensemble pour une action unique. Comment un élément nourrit l'autre. C'est vraiment tout ce qui touche à l'interrelation. Harmonie, mouvement, je ne sais pas ce qui est apparu parce qu'au bout d'un moment, il y en a beaucoup, mais au minimum, harmonie et mouvement. Mouvement, j'aurais presque pu le mettre en premier. Là-dedans, il n'y a pas, quand j'ai mis ces mots-là, c'est pas de façon hiérarchique, mais le mouvement, là, j'aime bien citer Bassaram Nicolescu, qui est un physicien, un chercheur physicien que j'ai eu la chance de côtoyer, qui disait que le seul fondement de l'univers, ou le premier fondement de l'univers, en tout cas, c'est le mouvement. D'où, quand même, il faut l'avoir à l'esprit. Tout à l'heure, hein, je parlais d'univers fluctuant et impermanent. Tout est en mouvement. C'est quand même changer de point de vue et d'état d'esprit par rapport aux décennies qu'on vient de traverser, où on avait plutôt une vision statique des choses, chimique, arrêtée, où on voulait analyser les choses de façon arrêtée. Et là, il va falloir appréhender le fait que le vivant, non, c'est en mouvement tout le temps, c'est impermanent, ça interagit à chaque instant.
Et tout ça, toute cette complexité, tous ces processus de régulation, d'agencement, de création, ben, baignent dans un milieu en quelque sorte. Il y a un tronc commun qui est ce qu'on appelle le milieu ou le terrain, qui donc infuse partout et qui va sous-tendre la qualité de l'adaptabilité, de l'harmonie, de la régénération. Et ce milieu, pour le qualifier avec quelques mots, eh ben déjà, il est porteur de deux équilibres fondamentaux que sont l'équilibre d'oxydoréduction et l'équilibre acido-basique. Ça, ce sont vraiment deux équilibres fondamentaux qui sous-tendent la qualité du milieu qui nous constitue et qui sous-tend, du coup, la qualité de tous ces équilibres cités au-dessus, avec des notions sur lesquelles je ne vais pas trop m'arrêter, qui sont des notions d'entropie. La chaleur, il faut tout. Nos métabolismes produisent de la chaleur, et ça, cette chaleur-là, il faut lui donner une issue, et là, l'eau a son rôle en tant que régulateur thermique. L'équilibre pyrrhique, ça, c'est un équilibre de feu, on verra si on évoque ça à un moment ou à un autre, et la notion de déchet dans le milieu. Ça, c'est important. Toute la charge toxique, si c'est lié à des toxiques, mais ne serait-ce que la charge des radicaux libres, la charge des déchets produits par nos métabolismes de vie. Eh bien, tous ces éléments-là sont à prendre en compte pour se donner les moyens d'avoir un terrain, un milieu sain qui sous-tend la belle expression du vivant à travers les mots que j'ai cités plus haut. Avec en plus une libre circulation de l'énergie et de l'information, ça va de pair, et qui peut être entravée. Hein, parce qu'en fait, la vie ne cherche qu'à s'exprimer à travers cette puissance, cette prodigalité. Elle ne cherche qu'à s'exprimer. Si elle ne s'exprime plus, c'est qu'il y a des entraves, il y a quelque chose qui est venu la bloquer. Et ça peut être notamment dans la circulation de l'énergie et de l'information. Avec deux éléments majeurs qui vont agir au cœur de tout cela et qui vont même en sous-tendre la cohérence en quelque sorte, c'est l'eau. L'eau est omniprésente à la fois dans le milieu, dans ce tronc commun, le milieu, ben voilà, hein, le milieu qui nous constitue, on est fait à 95% d'eau, donc le milieu qui nous constitue, c'est bien l'eau. Mais l'eau, en plus, au-delà du fait qu'elle nous constitue, elle est le lien au cœur de cet arbre de vie. Et le deuxième élément, qui lui est intimement lié, c'est ce que j'ai appelé le verbe, l'information première du vivant, l'information première de toute chose. Et voilà, souvent, c'est une expression que j'utilise quand je fais mes présentations aussi, c'est, je dis toujours, on est un saupoudré de matière sur de l'eau et de l'information, et que l'agencement du vivant, de façon générale, tient à la qualité d'eau qui nous constitue et à la relation, la qualité de relation que nous avons avec l'information première de toute chose. Jean-Marc Lemaître, quand on va parler tout à l'heure d'oxydation cellulaire, Jean-Marc Lemaître, il nous dit au niveau cellulaire, on souffre de deux choses, le fait que nous rouillons, que nous nous oxydons, et que la cellule perd son programme d'origine, le verbe. Il y a un moment où ça déconnecte. Et l'eau est intimement liée dans cette histoire de connexion. Vous verrez que c'est le Wi-Fi spirituel, en quelque sorte. Donc ça, on sera même. Voilà pour cette présentation très rapide, mais je pense que c'est bon d'avoir à l'esprit tous ces éléments-là en tête, en quelque sorte, d'en avoir plus ou moins conscience, même si on sait pas trop tous la définition de tous ces termes. Mais surtout, je trouve que ça amène à un choix primordial de l'humain aujourd'hui, c'est comment je m'inscris dans le vivant. Est-ce que je suis là pour offrir toutes les opportunités pour que la vie s'exprime au mieux dans un non-agir agissant, en quelque sorte, hein, ce que Baptiste Morisot notamment qualifie d'action indirecte, hein, c'est une action, mais indirecte dans le sens où on n'est pas dans la domestication du vivant. Donc, soit on s'inscrit et on donne les pleins pouvoirs au vivant pour qu'il s'exprime, on aide à lever les entraves, soit on veut domestiquer et contrôler tout ça. Bon, je pense qu'on vient de là, on a pensé pouvoir domestiquer le vivant, on voit ce que ça donne, et plus le vivant devient complexe, plus c'est difficile à faire. Et ça ramène, je trouve, à un ou deux mots-clés qui est très lié à la notion d'humain, qui est l'humilité. L'humilité, l'humus, l'humain, c'est la même étymologie. Et donc, voilà, c'était pour nous placer au cœur du vivant avec, dans cette ascèse
du non-interventionnisme, on va dire, mais plutôt de participer. Comment je peux offrir, avec quel levier, et ça c'est majeur, parce que le levier, en l'occurrence, là, ça sera l'eau et le verbe, mais là, ce soir, la thématique, c'est surtout l'eau. Comment l'eau se fait le levier avec lequel je peux agir sans être interventionniste et sans vouloir domestiquer. Voilà pour cette. Donc, je vais m'échapper. Merci Olivier. Ça a brossé large et en même temps on a ramené dans un entonnoir l'information et l'eau. Une phrase qui me revient de la Bible, je la connais pas par cœur, hein, je l'ai lu un jour, qui disait et Dieu se mouvait à la surface des eaux, comme si L'esprit de. l'esprit de l'eau, l'information, en fait c'est l'eau qui l'a captée et puis qui autorisait à ce qu'elle puisse être présente pour nous dans le vivant, euh, dans cette incarnation, on va dire ça comme ça. Donc on pourrait dire que finalement la régénération cellulaire, c'est la capacité du corps à réparer les tissus, par exemple, à remplacer aussi des cellules qui n'ont plus de dette, des cellules qui sont mortes, et même à restaurer certaines fonctions biologiques. Est-ce que cette définition de la régénération cellulaire te convient? Alors, oui, et puis déjà à exprimer la vie. Et Parce avec... que, avant tout, il faut permettre l'expression de la vie. Ensuite, effectivement, la vie ayant soit des entraves, soit des charges, en tout cas ayant des difficultés à s'exprimer, eh bien là, effectivement, il va falloir qu'on lui donne les moyens de d'une certaine réversibilité, en quelque sorte. Et c'est là où tout va se jouer. C'est-à-dire qu'à un moment, là où le processus de vie devrait nous amener à régénérer notre capital cellulaire, à exprimer la vie, eh ben, à un moment, il va y avoir une dégradation, des dysfonctionnements, des dérégulations, qui fait que tout doucement, ce process-là va s'altérer. Et là, c'est de se dire, ben, moi, quel est mon levier d'action et avec quoi je vais pouvoir inverser cette tendance? Comment je vais pouvoir restaurer ce processus de vie? Et ça me rappelle le mot que j'ai lu tout à l'heure, l'équilibre d'oxydoréduction, donc de réduction de l'oxydation, parce que c'est juste un constat finalement. En 2026, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, nous ici, le corps est soumis on va dire des attaques, en tout cas des entraves, à des fluctuations qui sont de plus en plus importantes. Et je me souviens de la définition d'un corps en santé, c'est un corps qui est en équilibre, en tout cas, qui est dans une sensation d'équilibre en permanence. Alors le corps, est-ce qu'il a vraiment besoin de nous au départ, de notre mental, pour se dire je me maintiens en équilibre? C'est son rôle. Simplement, aujourd'hui, nous sommes soumis à un certain nombre de fluctuations, on peut les nommer, hein, la qualité de ce que l'on ressent, déjà, et c'est majeur, pour le coup, le stress chronique, quelles émotions sont très présentes, prégnantes en nous. Je me souviens d'une étude sur la longévité, on en parlait tout à l'heure en off, sur deux femmes de 120 ans. Une qui vivait à l'époque, parce que elle n'est plus là aujourd'hui, mais 120 ans, du côté de la Palestine, et une autre femme de 120 ans qui était nonne dans l'Himalaya. Et quand les scientifiques sont venus les interroger sur comment ça se fait que vous avez 120 ans, on a l'impression que vous avez 70, hein, âge biologique, âge chronologique, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et la première chose que toutes les deux ont évoquée, pour la nonne, c'était je vis dans la compassion. Et pour cette femme palestinienne, c'était je vis dans l'amour de mes proches parce que j'ai élevé mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière. Et en fait, elle était constamment baignée dans cet amour. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres qu'on va évoquer ce soir. Et la première des choses, peut-être, avant même de parler d'oxydoréduction, même si c'est fondamental avec l'équilibre acido-basique, qui lui aussi l'est, c'est peut-être se dire, OK, il nous parle d'eau vivante, Olivier, depuis tout à l'heure, et Steph, il nous parle d'eau vivante. Mais comment ça se fait qu'on parle d'eau vivante? Quelles sont les caractéristiques d'eau vivante? Et si jamais on devait parler d'eau vivante, ça voudrait qu'il y a des eaux qui seraient moins vivantes et qui pourraient peut-être perturber l'information qui est censée circuler, je le rappelle, à 1500 mètres secondes, ce qui est quand même colossal. Est-ce qu'elle peut le faire aujourd'hui? Donc, on va y revenir simplement. Qu'est-ce qui continue à attaquer le corps d'une certaine manière? Eh bien, le stress chronique, on l'a dit, la nature de ce que l'on mange, la nature de ce qu'on respire, l'eau avec laquelle on se baigne, l'eau que l'on boit, la
tous les aspects fréquentiels, c'est-à-dire les champs électromagnétiques non natifs, c'est-à-dire créés par l'homme, qui sont beaucoup plus insidieux. Donc, je veux dire, ce qui se passe en 2026, c'était pas pareil à la fin des années 90, c'était pas la même chose dans les années 70 ni les années 50. Donc, les choses ont énormément évolué. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, les inflammations, les toxicités du corps, le trop d'acidité qui n'est pas du tout évacué, la déshydratation, la prolifération colossale des radicaux libres, tout ça participe eh bien, à un vieillissement prématuré. Et je le rappelle, selon l'allopathie, ce qu'on appelle la constante de Léonard et Flick, la constante des Flick, un être humain, hein, la division cellulaire, c'est à peu près entre 60 et 80 réplications dans une vie, eh bien, devrait faire en sorte qu'un être humain vive jusqu'à 120, 130 ans et meure en bonne santé. Donc la question, c'est pourquoi à 60 ans, oui, mais c'est normal, je suis vieux, qu'à 80 ans, on est grabataire et que c'est terminé, et surtout, moi, c'est vraiment ce qui m'a interrogé à un moment donné, comment ça se fait que nos enfants, même jeunes, voire très jeunes, et des maladies que nos arrière-grands-parents avaient. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc on va revenir, puisque c'est aussi la clé de parler de cette eau vivante et en quoi elle peut permettre cette régénération, en tout cas aider le corps. Je vous donne quand même quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Euh, les cellules de l'intestin grêle sont censées se régénérer entre 2 et 5 jours. Celles de l'estomac, 2 à 9 jours. Les globules blancs sont censés combattre tout ce qui ne va pas dans notre corps, quelques heures à 2 jours. Les plaquettes sanguines, entre une semaine et 10 jours. Les cellules de la peau, l'épiderme, 3 à 6 semaines, ça se renouvelle. Les muqueuses buccales, de une semaine à 15 jours. Les globules rouges, on est à peu près autour de 120. Le foie, c'est de 6 mois à 1 an normalement. Et le tissu osseux complet, c'est moins de 10 ans, autour de 10 ans. Et là, je pourrais vous en donner, je ne vais pas toutes vous les citer là, mais tu te dis, waouh, ça veut dire que j'ai des millions de cellules qui meurent à chaque instant, et j'en ai autant qui se renouvellent dans l'instant. On a une machine quand même qui est absolument phénoménale. C'est le propre de l'évolution, hein. Le propre de l'évolution, c'est cette reproduction qui est vitale et qui est à la fois, je disais tout à l'heure, c'est à la fois c'est une reproduction non pas à l'identique, mais au semblable. Alors pourquoi je fais la différence? C'est un peu comme dans la nature. Si on regarde un arbre, l'arbre au fil des saisons, il vit cette mort-renaissance au gré des saisons. Il a voilà, ses feuilles, ses fruits, puis un lâcher-prise, tout tombe au sol, crée l'humus, il se nourrit de ça là pour à nouveau repartir dans un cycle. Sauf qu'il n'est jamais le même. La saison d'après, il a évolué, il a grandi, enfin, voilà, c'est plus le même. Il est semblable, mais il n'est pas identique. Et notamment avec cette notion, pour moi, qui est importante, c'est l'intégration de l'expérience, l'intégration d'informations. Et ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que la régénération idéale, c'est le fait à la fois ben voilà, d'être dans ce renouvellement cellulaire cyclique, mais au minimum sans perte d'information, voire en intégrant Bon, l'information. Et ça, c'est vraiment majeur. Bon, on est déjà un petit peu loin dans l'explication, mais ça fait rien. Mais d'avoir ça à l'esprit. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'opposé, qui est que ce processus de régénération tombe sous le coup d'altérations diverses et variées liées à tous les stress que tu as exprimés, qui peuvent être des stress endogènes venant de choses que l'organisme produit et des stress exogènes venant de nos environnements ben voilà, qui altèrent de près ou de loin à la fois nos structures, nos fonctions, à toutes les échelles, hein, de l'échelle moléculaire à l'échelle organique. Tout tombe sous le coup de ce vieillissement. L'opposé de la régénération pouvant être la sénescence, le vieillissement cellulaire. donc finalement, euh, pour que, pour que cette régénération sauvage dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, mais qui se fait naturellement, nous devons aujourd'hui, particulièrement dans ces périodes-là, en plus très anxiogènes globalement, euh, aider, Mmh. contribuer à ce que le vivant en nous, notre écologie intérieure, puisse s'exprimer le mieux possible. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut maintenant peut-être définir un petit peu les qualités de l'eau vivante, puisque ça a quand même été analysé, c'est Mmh. connu, notamment par le Japon, la Russie, où ils ont fait beaucoup d'études sur le sujet.
C'est quoi une eau vivante, Olivier, là? Pour tous les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, parce que pour eux, Ouais, bah, boire ouais. du robinet ou Bah, boire l'eau bouteille, c'est une eau vivante. Eh ben non, c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous en dire? en tant d'eau vivante, et c'est pour ça que j'ai tenu à présenter cet arbre aussi du vivant et de mettre l'accent sur la notion de mouvement, de relation, de sortir de la vision statique du vivant et donc de sortir de la vision statique de l'eau. L'eau n'est pas H2O, loin de là. L'eau, c'est des éléments qui lui sont associés et des énergies qui lui sont associées. Ça vient d'études faites notamment sur l'île d'Okinawa, entre autres, mais aussi sur de nombreux sites partout dans le monde, qui étaient des sites notamment où il y avait des sources d'eau dites miraculeuses ou sacrées. Et ils ont étudié les caractéristiques, mais en élargissant un petit peu le champ d'investigation, en regardant la molécule d'eau, mais à la fois dans son interaction avec les éléments qu'elle côtoie et avec cette qualité de mouvement. La première chose qui intrigue les scientifiques aujourd'hui en parlant de la molécule d'eau sans résoudre scientifiquement cette donnée, c'est ce qu'ils appellent le comportement social de l'eau. La molécule d'eau, ce qu'il a qualifié en première intention, c'est sa qualité de mouvement, sa liberté et sa plasticité, son polymorphisme. Il faut que l'eau soit libre, en mouvement, donc portée par des énergies, et comme ça, sous ce format-là, capable de pouvoir s'associer, alors soit entre elles, soit avec les briques du vivant. J'aime citer Gyorky qui dit que une molécule prise seule, une brique du vivant prise seule, n'exprime rien. Elle ne peut rien. Le composé chimique pris seul ne peut rien. La molécule ne peut exprimer ses propriétés que parce qu'elle baigne dans de l'eau. Et pour qu'elle puisse exprimer ses propriétés, il faut que l'eau soit libre, porteuse d'énergie, pour organiser le vivant dans l'espace. Donc, première qualité, c'est cette liberté de mouvement, associée donc, ça va de pair, à sa plasticité, son polymorphisme, le fait de pouvoir prendre le vivant en charge en quelque sorte, les briques du vivant, les énergies du vivant et l'information du vivant en charge. S'associe à cette notion de liberté moléculaire et de mouvement moléculaire de la molécule d'eau, la présence d'ions. Donc là, c'est des minéraux à l'état d'électrolyte. Et pourquoi ils sont à l'état d'électrolyte? Parce qu'il y a toute une activité qu'on dit bioprotonée et bioélectronique dans l'eau. Il y a de l'énergie. Et sous ce format-là, les minéraux sont dits à l'état d'électrolyte ou des ions. Présence d'électrons, et ça c'est un élément vital, on va le voir, notamment pour la régénération cellulaire, mais pas que. En fait, c'est vraiment un élément vitalisant par excellence. Présence de deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène moléculaire, qui est une molécule qui est peut-être la molécule qui fait l'objet du plus grand nombre de recherches scientifiques aujourd'hui. On l'évoquera certainement tout à l'heure. Donc, une eau vivante, c'est tout cela. C'est sa liberté de mouvement, sa plasticité, son polymorphisme, cette capacité d'organiser le vivant dans l'espace, avec la présence d'ions, d'électrons, d'oxygène, d'hydrogène moléculaire. Et il faut même associer à cela la façon dont elle interagit avec l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire elle a cette capacité, elle est dite vivante parce que du coup, elle a cette capacité d'interagir avec tous les champs énergétiques, d'interagir avec les champs informationnels, d'organiser les molécules, encore une fois, dans l'espace, et de s'organiser ce qu'on appelle sous la forme d'un domaine de cohérence, mais ça, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard. Donc voilà, quand on parle d'eau, il faut avoir pratiquement tout ça à l'esprit. Donc on peut résumer, allez, en disant qu'une eau vivante, c'est une eau qui a une liberté moléculaire, même si on ne parle pas de polymorphisme, on va dire que le mouvement et la liberté moléculaire. Alors dites-moi si dans l'eau du robinet, dans les canalisations et dans l'eau en bouteille, peu importe le contenant, est-ce que les molécules sont libres? On peut se poser la question. La deuxième, c'est la présence d'ions et d'électrons. Est-ce qu'on a une présence d'ions et d'électrons dans toutes les eaux qui sont enfermées, qui ne sont plus en mouvement? Et puis l'oxygène et l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là? Sans parler même du domaine de cohérence. Donc on pourrait presque résumer, tiens, c'est quoi une eau vivante? Bah, c'est une eau qui c'est au moins ces trois caractéristiques-là, au moins qu'on les ait en tête pour se dire, bah, quand je choisis l'eau que je vais boire ou avec laquelle je vais me laver, euh, est-ce qu'elle a ces caractéristiques-là? Ça aussi, c'est une manière de contribuer à la circulation libre de l'information, à la fois dans notre écologie intérieure, mais pas seulement.
dans notre écologie extérieure aussi. Mm, mm, mm. Bon. Je trouve que les images qui sont faciles à avoir à l'esprit pour comprendre l'eau vivante, c'est de voir une eau de torrent courir, se fracasser entre guillemets sur les rochers. Et, ouais. Et j'aime bien dire, à ce cas-là, on s'aperçoit vraiment que la notion d'obstacle est vivifiante, et peut-être qu'une vie sans obstacle ne l'est pas. Bref, ça c'est en 10, aparté. Ou ouais. alors la vision d'une cascade. La cascade est certainement un des lieux les plus revitalisants qui soit, avec une activité bioélectronique dans l'air qu'on respire. Là, il y a la présence de micro-gouttelettes d'eau avec une charge bioélectronique forte. Voilà, quand tu parles de bioélectronique, on peut dire, sans se tromper, que lorsque l'eau fracasse les rochers, par exemple de cascade, eh bien, les molécules d'eau se séparent, elles vivent une forme d'électrolyse où Mmh, est relâché dans l'atmosphère finalement et qu'on respire sous forme de micro-gouttelettes des ions, des électrons et pourquoi pas de l'hydrogène moléculaire, puisque à ce moment-là, la lyse de la molécule H2O se sépare en hydrogène et en mmh, oxygène. mmh, mmh, Voilà, bah, ayons ça à l'esprit. Parce que quand on va parler de... Là, on est en plein dedans, de toute façon, hein, le sujet de la régénération, hein, c'est bien clair. On ne peut pas s'empêcher, en tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser cellules, penser mitochondrie, penser ADN. On sait aujourd'hui que, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, en tout cas, l'ADN, même si on connaît que, allez, 2% de sa capacité, parce qu'elle peut faire beaucoup d'autres choses, mais disons déjà ces 2%, c'est-à-dire relâcher des protéines qui quand même forment notre corps, notre morphologie, notre vie sur Terre. C'est aussi grâce à toutes les protéines qui sont dans notre corps. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, les protéines qui sont produites, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, hein, c'est comme si on faisait la photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. À un moment donné, c'est plus très lisible pour le corps. Et mmh. c'est là que on peut parler aussi de vieillissement prématuré, on commence à découvrir des dysfonctionnements. Et dans l'ADN, il y a des chromosomes, il y a tout plein de choses, mais il y a aussi des télomères. Mmh. Mais je peux revenir sur la notion de protéine peut-être d'abord, Bien sûr. avant d'en arriver à... Parce que cette notion de protéine, elle est primordiale. Euh, les spécialistes qui travaillent sur l'oxydation cellulaire et la problématique de l'oxydation comme faisant le lit de toute problématique, notamment je pense à Miroslav Radman, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a Jean-Marc Lemaitre, il y a François-Xavier Paulet et autres, et il y a eu Alexis Carrel, Nobel aussi, qui a parlé du potentiel redox cellulaire. Bref, quand il parle d'oxydation cellulaire, notamment Miroslav Radman parle surtout de l'oxydation des protéines, parce que c'est vraiment la protéine qui est en amont de tout. En biologie, rien ne se passe sans protéines. C'est-à-dire que même l'ADN tombe sous le coup de, du bon état de nos protéines. L'ADN a des protéines dédiées, en quelque sorte. Et ça, pour prendre conscience de ça, c'est vraiment les expériences qui sont liées aux bactéries extrémophiles. Ces bactéries qui sont capables de vivre dans des environnements dans lesquels on ne vivrait pas, que ce soit d'hyper-chaleur ou d'hyper-froid ou d'hyper-radiation. Il y a une bactérie qui a été soumise à des radiations 2 ou 3 000 fois supérieur à ce qu'on pourrait supporter, eh bien, en fait, quand ils étudient la bactérie après avoir vécu ça, ils s'aperçoivent que l'ADN est complètement explosé, que bon nombre de choses sont explosées, sauf qu'elle reste en vie. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a une protéine particulière qui est capable de ne pas s'oxyder alors que le stress, il est énorme, et notamment non seulement de ne pas s'oxyder, mais de protéger et réparer ce qui est abîmé, et notamment l'ADN endommagé. Et ça, c'est juste phénoménal. Ça, c'est vraiment phénoménal de voir cette puissance de l'organisme, là, en l'occurrence au niveau, à l'échelle de la bactérie, mais quand même, c'est de comprendre ce principe-là. Et que donc, pour Miroslav Radman, un des enjeux, c'est comment on se donne les moyens d'endiguer, d'inverser, de limiter, de freiner l'oxydation, et notamment l'oxydation des protéines. Protéines, ça veut dire tout premier, hein, étymologiquement. C'est vraiment un élément premier dans la biologie, sous lequel, encore une fois, bon nombre de enfin, tous les métabolismes tombent sous le coup de l'état de nos protéines. Donc, je voulais vraiment mentionner ça concernant les protéines parce que c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit. Et donc, on est à la recherche de cet élément. Il y a un élément qui permet de préserver certaines protéines qui, si elles le sont, nous préservent de l'oxydation
des dégâts causés par l'oxydation, que ce soit sur n'importe quelle molécule, et notamment aussi sur l'ADN. Et si on préserve de ça, la réplication, Peut se faire. la régénération peut se faire, en tout cas dans les meilleures conditions, au regard de ces éléments-là. Après, tu as fait allusion effectivement au télomère et au fait que. Enfin, je te laisse évoquer le sujet concernant Oui, le enfin, télomère. oui, pourquoi je parlais de ça? Parce que effectivement, on l'a dit, hein, les protéines, elles baignent dans quoi? L'ADN baigne dans quoi? Les molécules baignent Mm. dans quoi? Hein, moléculairement, on est quand même composé, selon le docteur, enfin, professeur Feu Marc-Henri, à 99,1% d'eau, les amis. Donc, l'eau a tout à voir avec l'information qui est transmise et la qualité, parce qu'il faut savoir que quand vous buvez H2O dans votre corps, elle se transforme et elle prend une structure. Encore faut-il qu'elle puisse le faire et correctement en plus. Bon, ceci est un autre sujet. Oui, mais quand même, tu as raison Et- d'évoquer ça, parce que comme on venait d'évoquer je te coupe, je suis désolé. Comme on venait d'évoquer les caractéristiques de l'eau vivante avec notamment cette activité bioélectronique, c'est cette activité qui a, c'est cette énergétique qui a cette puissance d'inverser ou de neutraliser ce qui génère l'oxydation, notamment des protéines, et ce qui génère l'oxydation de façon générale. Et c'est là où on voit de la nécessité de boire une eau qui a ces caractéristiques énergétiques pour inverser, limiter, freiner cette oxydation qui court dans nos cellules et notamment dans nos protéines. oui, et puis la fatigue, on l'a dit, la fatigue des mitochondries, etc. Mais c'est Hum, vrai que au niveau de l'ADN, on peut imaginer les télomères comme, alors on parle souvent tu sais, des petits plastiques qu'on a au bout de nos lacets. hum, Moi, j'aime bien les comparer à, vous vous souvenez du commandant Cousteau? Il y a une espèce de bonnet comme ça, rouge en laine. Et en fait, l'information qui circule va se heurter au télomère et permettre de repartir. Elle va pas se perdre. Sauf que, ben, on avance dans l'âge, et puis notre style de vie, et puis ce que l'on vit, nos traumatismes, etc., tout ça participe à ce que nos télomères, qui nous maintiennent en vie quelque part, se désagrègent au fur et à mesure. C'est comme si on tirait le fil du bonnet du commandant Cousteau jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bah, il n'y ait plus rien. Et quand il n'y a plus rien, bah, c'est la mort. C'est la sénescence, c'est la mort. Et en 2009, pour une découverte faite, je crois, dans les années 80, en 2009, une femme et deux hommes, cette femme, c'est Elizabeth Blackburn, vous pourrez aller voir, a reçu un prix Nobel par la découverte des télomérases. Donc, ils ont découvert qu'au bout de ces télomères, il y avait des petits points rouges. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils se sont aperçus que c'était des enzymes. Des enzymes, les télomérases, qui étaient censées, écoutez bien, réparer les télomères. Alors, on en est un peu au balbutiement parce que aujourd'hui, les oncologues ont compris que les cellules cancéreuses, par exemple, allaient chercher ces télomérases pour se maintenir en vie. Donc, c'est encore à prendre avec beaucoup de subtilité et de pincettes, mais il y a énormément de recherches à ce sujet. Quand on sait produire ces télomérases, quand on laisse la possibilité au corps de les produire naturellement par notre style de vie, par la manière dont euh, on prend soin de notre écologie intérieure et extérieure, eh bien, à ce moment-là, potentiellement, elle peut réparer les télomères. Donc, en réparant les télomères, on allonge la vie, et notamment notre vie biologique. Alors, ce que je peux rajouter à cela, bon, je suis loin d'avoir fouillé le sujet, voilà, mais quand j'écoute, je crois que ça doit être François-Xavier Pelé, et qui parle de ça. Donc, ils mettent en garde, effectivement, il y a à la fois cette découverte et il y a cette ambiguïté, parce que la cellule cancéreuse se sert du même process pour proliférer et amener à la tumeur. Donc, il y a là une ambiguïté. Par contre, lui, il dit que pour solliciter la télomérase de façon plus sûre, mais ça, c'est sa piste à lui, hein, je le cite, c'est de générer des stress intermittents. C'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, au regard, c'est presque à l'image de la vie qui est fluctuante, ben là, c'est pareil, c'est d'être intermittent. Et ça, c'est une notion qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle du vivant. Et là, je suis en train de chercher Olivier, oui, c'est Olivier Hamon, quand il parle de ça, euh, et qui nous parle du vivant, soit.
dans notre vision, nous, occidentale, d'humains pressés, en quête de performance, et donc très court-termiste, gérant tout le temps dans l'urgence, piquant dans les ressources. Bon, ça, c'est nous, dans notre façon aujourd'hui d'appréhender notre vie, mais qui à terme, on voit, nous épuise, nous amène à ce qu'on sait, alors que le vivant dans la nature nous enseigne ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire le fait de s'inscrire dans le temps, de laisser le temps, de coller au temps de chacun des métabolismes, de coller au temps des différents écosystèmes, de laisser le temps agir en quelque sorte, et de laisser le temps aussi à la collaboration, à la solidarité entre les systèmes. Et je trouve que ça met en lumière cet aspect-là qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cette notion du temps profond du vivant. Du temps profond de vivre. Alors, finalement, parce que j'essaie de ramener ça gentiment à l'eau aussi, Mmh. euh, en quoi l'eau vivante permet à ce que ce vieillissement prématuré de la cellule et qui génère tout un tas de dysfonctionnements qui sont anormales, puisque le corps a cette capacité d'auto-régénération, enfin, qui sont anormales. Compte tenu de l'environnement dans lequel on est, on peut le comprendre. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, puisque les radicaux libres, on en a parlé rapidement tout à l'heure, qui sont d'ailleurs produits par l'oxygène dans le corps, ces radicaux libres, à partir du moment où l'on est jusqu'à notre trépas, nos cellules s'oxydent. C'est naturel, elles s'oxydent. Comment ça se fait qu'elles s'oxydent aussi rapidement? Comment ça se fait que ça génère autant de dysfonctionnements? Comment ça se fait que l'information dans l'eau ne peut pas circuler librement pour la plupart des gens? Et surtout, quelle solution au sein de cette eau vivante va permettre à la fois la structure nécessaire, l'énergie nécessaire. Donc là, on parle des ions positifs, négatifs, des électrons, mais on parle aussi et surtout de l'hydrogène moléculaire. Aussi, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais effectivement, en tout cas, voilà, là où le vivant est censé régénérer en faisant du semblable avec même une intégration d'informations, voilà, ça qui devrait être le propre de l'évolution et qu'on a bien du mal à assumer. Ça tombe sous le coup à terme d'une sénescence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des premières oxydations, des premiers dysfonctionnements, dérégulations, pour pas dire même dégénérescence, hein, Oui. jusqu'à pouvoir nous orienter vers telle ou telle problématique. Donc là, il y a tout quelque chose qui s'altère avec le temps et c'est lié notamment, comme tu dis, bah, soit, on l'a dit en génétique, à cette altération des télomères, mais ça peut être dû aussi, donc bien souvent, déjà et avant tout, à la présence des radicaux libres. Et c'est normal qu'il y ait la production de radicaux libres. Les mitochondries produisent à la fois de l'énergie et des radicaux libres, sauf qu'il faut prendre en charge. En fait, on souffre de deux choses. On souffre du fait que tout doucement, on dérégule, on dysfonctionne et qu'on n'a pas le système de maintenance qui lui va bien. On a un système de maintenance déficient. C'est ces deux choses-là conjuguées qui fait à terme qu'on va soit vieillir trop vite, qu'on va vieillir mal, qu'on va tomber malade. Ça dérégule, il y a des entraves à la vie et on n'a pas le système de maintenance qui va de pair. Et dans le système de maintenance, le levier qu'on a, quand je parlais de levier tout à l'heure, eh ben, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, l'eau, notamment de par la présence forte d'ions négatifs, la présence forte de l'hydrogène moléculaire, la présence forte d'activité électronique, bioélectronique, ces trois éléments-là ont pour pouvoir, en quelque sorte, de neutraliser les radicaux libres, de neutraliser, ils ont des fortes valeurs antioxydantes, mais aussi nourricières pour la cellule. Il faut quand même avoir à l'esprit, pour faire allusion 2 secondes à la notion de présence électronique, la présence d'électrons dans l'eau, il faut avoir la notion de tension électrique dans la cellule. Une cellule, suivant les chercheurs, je pense notamment à Jeremy Tennant, qui dit que la cellule, dans sa tension de cellule saine, est à environ moins 30 millivolts, moins 25, moins 30. Si elle tend vers plus 20, plus 30, là, on va vers la maladie. Donc, on voit bien que si ça s'oxyde, s'il y a une activité protonée Alors, c'est qui... peut-être important, Olivier,
pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être ne le sauraient pas, ça veut dire quoi moins 30 et ça veut dire quoi plus 30? Ben, moins 30, c'est qu'on a majoritairement une présence électronique. Hein, on a une présence forte électronique. Antioxydante? Est-ce qu'on peut dire antioxydante un peu? En tout cas, la qualité antioxydante sera dans le fait que nous apportons des électrons pour contrarier la perte d'électrons qui est liée à la vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le vivant consomme de l'électron. Le radical libre, c'est l'expression de ça. C'est qu'on a perdu un électron. Donc, il y a cette perte électronique qui est liée au vivant. L'activité antioxydante, c'est comment je viens compenser cette perte électronique qui, si je ne le fais pas, m'amène à une cellule de moins 25 millivolts à plus 30. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, les particules positives l'emportent sur les négatives. Et là, on tend vers une oxydation, on tend vers de l'acidité et on tend vers de l'inflammation à bas grade. Et là, l'intérêt d'une eau vivante, c'est qu'elle nous apporte les éléments pour compenser en quelque sorte. Hein, mais c'est nourrir la vie, en fait. C'est une compensation, mais que simplement, je nourris la vie. Je lui amène ce qui lui est nécessaire pour ne pas sombrer dans l'oxydation, l'acidose et l'inflammation. Je lui apporte ce qui est nécessaire pour rester en équilibre. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important cet apport d'électrons, parce qu'encore une fois, une cellule, pour qu'elle puisse régénérer, pour qu'elle puisse se dupliquer en quelque sorte, il faut qu'elle passe de moins 25 millivolts à moins 50 millivolts. Donc, on voit là que l'eau vivante, notamment, outre le fait qu'elle a ses qualités énergétiques pour s'opposer à l'oxydation et à l'acidose et à l'inflammation, en plus, elle est nourricière d'une activité énergétique qui permet à la cellule de régénérer. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, si on peut le résumer, toutes ces agressions externes qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle notre vie contemporaine en 2026 font que on a souvent beaucoup trop d'acidité dans le corps, qui génère des inflammations. On a un stress oxydatif qui explose, donc un vieillissement prématuré de nos cellules qui est trop important. Pourquoi? Parce que, je schématise, au lieu d'avoir naturellement 2 radicaux libres qui font leur travail, on en a une centaine, pour ne pas dire des milliers, générés par tout ce que l'on vit au quotidien. Et plus la déshydratation, parce que c'est quand même hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens boivent des eaux qui ne les hydratent plus, qui nous déshydratent presque, à ta soif. Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que la présence d'électrons, et d'ailleurs, c'est quoi un antioxydant, finalement, hein, quand on prend de la vitamine C, ou de l'huile de foie de morue, ou une eau vivante dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on apporte au corps des antioxydants à la fois puissants, mais surtout biodisponibles. Parce que vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires avec plein d'antioxydants, mais si vous la buvez avec une eau qui ne va rien apporter au cœur de vos cellules, il va falloir en prendre beaucoup. Et en plus, vous risquez des dommages, que ce soit sur le foie, que ce soit dans l'estomac, voire les reins. Donc c'est important, pour moi en tout cas, de saisir ça. L'hydrogène moléculaire et les électrons, c'est ce qu'ils vont faire. Grosso modo, un radical libre, lui, il lui manque un électron, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il va aller voir une cellule saine, c'est pas sans rappeler d'ailleurs le comportement humain au fil des siècles. Hein. Il me manque quelque chose, je vais le prendre chez l'autre sans lui demander son avis. Donc, le radical libre, c'est ce qu'il fait. Il va vers une cellule saine, il lui pique un électron. Et là, c'est à moi maintenant. Que va faire l'antioxydant, puissant et bioassimilable? Il va lui apporter l'électron dont il a besoin et du coup, ça va neutraliser. Il va le neutraliser. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, juste le mot que moi j'utilise très souvent pour un peu comprendre aussi ce process de comment je peux m'inscrire dans les forces de vie, et bien, notamment c'est en faisant baisser la notion de charge. Si je ne fais rien, je tombe sous le coup de la charge oxydante, de la charge acidifiante, de la charge inflammatoire, de la charge toxique, de toutes ces charges auxquelles il faut offrir une issue, ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est ça, c'est tout ce qui accompagne la création, c'est tout ce qui accompagne la vie, mais qui, si je ne m'en occupe pas, m'amène dans le mur, m'amène au désordre, m'amène à la dysfonction, à la dérégulation, à la dégénérescence. Donc, c'est de ma responsabilité de mettre en œuvre et de nourrir mon corps de ce qui va faire baisser la charge. Donc, il y a à la fois nourrir la vie, l'eau nourrit le vivant, l'eau permet l'expression du vivant,
a cet apport, notamment bioélectronique, et après, l'eau nous aide à faire baisser la charge oxydante, acidifiante, inflammatoire, mais toutes les charges. Hein, il faut savoir en plus que plus on restaure cette tension bioélectronique dans la cellule, plus on permet au corps de préserver son capital d'oxygène. Hein, il faut savoir qu'il y a une fuite d'oxygène à partir du moment où cette tension, cette perte électronique perdure, et ça fait le lit de plein de problématiques. Et notamment, ça fait le lit de toutes les charges parasitaires et microbiennes. Et vous savez ô combien que c'est des pistes d'investigation en ce moment, ça, de vouloir nous aider à sortir de problématiques en faisant baisser cette charge parasitaire notamment ou autre. Eh bien, elle est la conséquence, là aussi, en amont, d'une perte de tension au cœur de la cellule. Une perte de tension au cœur de la cellule. Je pense qu'il y a des pistes là à explorer. Et j'ai envie de te dire, là, on parle des électrons. On a nommé plusieurs fois H2, c'est-à-dire l'hydrogène. On parle beaucoup d'oxygène, bien entendu, mais on nous parle très peu de l'hydrogène, même si c'est extrêmement étudié aujourd'hui. L'hydrogène, je pense, a une place fondamentale dans dans l'équilibre, en tout cas dans la quête d'équilibre que le corps a en permanence. C'est un atout fondamental, puissant, qu'on ne peut pas négliger. Alors attention, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à comprendre que la filtration de l'eau, c'est un sujet, mais que ce n'est pas suffisant. Donc on voit émerger, tiens, on va rajouter de l'hydrogène dans de l'eau vivante, ça va faire l'affaire, dans une eau morte, pardon. Rajouter de l'hydrogène dans une eau morte, voilà, c'est la fausse bonne idée, hein, quand même. C'est ce qu'on appelle les eaux hydrogénées, qu'on trouve dans le commerce. Bon, au niveau de l'intention, parce qu'on a compris que l'hydrogène moléculaire était une molécule, voilà, je ne vais pas dire aux mille pouvoirs, mais qu'on a énormément. Et donc, on essaye effectivement de l'introduire dans des eaux dites mortes, ces fameuses eaux hydrogénées. Mais là, pour le coup, en termes de biodisponibilité, autant dire que ça n'a rien à voir avec l'hydrogène présent dans une eau ionisée, dans une eau vivante. Et il y a comme ça plein de qualités de l'eau vivante qu'on retrouve individuellement. Hein, on a parlé donc de l'hydrogène moléculaire, des électrons et des charges négatives, ce qu'on appelle l'hydridion, que vous avez peut-être vu, ou l'ion hydrure. C'est pareil, on sait pertinemment que ces ions, que ces charges négatives sont vitales pour aider notre corps à se maintenir en équilibre. Mais pour revenir à l'hydrogène moléculaire, effectivement, que cette petite molécule, aujourd'hui, a toutes les attentions, bon, notamment du monde médical, parce qu'en fait, elle a énormément de vertus. Je ne sais pas si tu voulais qu'on les énonce en partie, enfin, ou tu peux le faire, enfin, comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Bon, ben, en tout cas, déjà, on est sur l'aspect, dans le désir de réduire l'oxydation, c'est quasiment l'antioxydant le plus puissant, le plus biodisponible certainement, et la plus petite des molécules antioxydantes. Ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux parce qu'en fait, voilà, elle va pouvoir s'immiscer dans dans chacune de nos cellules. C'est nos limites, et notamment au niveau cérébral, qui est une zone qui est souvent, voilà, bien protégée par la barrière hématocéphalique. Donc, antioxydant puissant, c'est aussi un anti-inflammatoire naturel. C'est un élément qui calme le feu. Ce feu qui nous ronge de l'intérieur. Cette inflammation bas grade dont on parle, il faut s'imaginer qu'il y a là une braise, mais qui n'est pas saine, là pour le coup, qui est un feu qui court et qui nous crame, entre guillemets, au fil du temps. C'est un neuroprotecteur, c'est un musculoprotecteur, c'est une molécule qui participe à la fabrication naturelle de glutathion par le corps, qui est un autre antioxydant. C'est une molécule qui permet la réparation de l'ADN. Et on a parlé des dégâts causés à l'ADN. L'hydrogène participe, au même titre que la protéine, l'hydrogène participe à la réparation de l'ADN. Je vais en oublier. L'hydrogène moléculaire permet de maintenir la constante pH du sang. Oui, tu disais, excuse-moi. Non, je rebondissais en disant la détox du foie, des cellules, par exemple. Après, voilà, il y a tout cet aspect détox. Elle capture aussi elle neutralise, en tout cas, l'hydrogène neutralise les radicaux libres les plus agressifs aussi, donc réduit le stress oxydatif. Voilà, ça c'est dans sa qualité antioxydante, hein, ça vraiment, qui est peut-être la première, mais il n'y a pas besoin d'y mettre de hiérarchie particulièrement. Mais cette puissance, en tout cas, antioxydante. Donc, on disait, oui, constante du pH sanguin, l'hydrogène moléculaire intervient là. Bon, voilà, ça fait déjà beaucoup, je vais en oublier sur la liste, mais c'est vraiment une molécule précieuse, très précieuse, bon, et notamment pour
s'opposer à l'oxydation qui court, encore une fois, et qui galope même aujourd'hui dans les cellules. Alors, Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, malheureusement, les générations d'adultes jeunes aujourd'hui tombent sous le coup d'une oxydation de plus en plus forte. Il faut savoir qu'on a une sénescence, un vieillissement cellulaire précoce aujourd'hui. et justement, alors, parce que là, je pense que la plupart des gens qui sont là ce soir sont aussi, j'imagine, en quête de solutions. En tout cas, nous, notre objectif aussi ce soir, c'était de faire comprendre l'importance de l'eau et de l'eau vivante en particulier, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix aujourd'hui, qu'il y a énormément de propositions, où on voit qu'il y a quand même une évolution, où on passe de la filtration à, ou non, pardon, où on passe de l'eau du robinet à l'eau en bouteille, et ensuite, bah non, en fait, je vais filtrer, bah non, en fait, je vais peut-être rajouter de l'hydrogène. Donc, on s'approche de quelque chose qui est fondamental pour le corps et pour le vivant en général, parce que là, on parle de l'être humain, mais c'est valable pour absolument tout le vivant. Donc, finalement, la solution, ça serait d'avoir, en tout cas, de boire une eau qui soit suffisamment, on va dire, qui valorise tous les éléments de l'eau vivante, c'est-à-dire sa liberté colloïdale, sa liberté de mouvement, la présence d'ions et d'électrons, la présence forte d'hydrogène, qu'elle puisse communiquer avec toutes ses copines cellules, euh, parce que il faut quand même que ce soit biodisponible, il faut quand même que cet hydrogène puisse rentrer au cœur des cellules réellement. Et c'est quand même l'eau aussi qui le transporte, cela. Voilà. Notamment grâce à l'hydranion. Et ça, voilà, c'est H3 au moins. Mais oui, voilà, oui, tu as raison. Donc moi j'avais envie de passer un petit peu aux questions aussi parce que on a brossé assez large. On a dit que effectivement notre environnement aujourd'hui contemporain favorisait un bon nombre de dysfonctionnements cellulaires, que ce soit des mitochondries, de l'ADN, de l'information qui circule moins bien, qui va causer beaucoup d'acidité dans le corps. On parle d'acidose métabolique latente, de stress oxydatif avec la prolifération des radicaux libres qui font vieillir la cellule beaucoup trop rapidement, le fait qu'on soit tous déshydratés pour la plupart, qu'on manque d'eau dans le corps alors qu'il en a besoin constamment en permanence, et que il y a tout plein de solutions. Effectivement, je sais que pour toi, le terme cohérence revêt une importance fondamentale dans ton travail, mais d'ores et déjà, et ça peut être une piste aussi, la cohérence du système nerveux, mettre ton système nerveux en cohérence, en harmonie. Et ça, l'eau l'autorise. Et ça, l'hydrogène l'aide aussi. Et c'est ce qui fait aussi que nos cellules peuvent tenir plus longtemps. À un événement qui pourrait être traumatisant, qu'on pourrait faire rejouer en permanence en nous, avec tout le bain chimique qui va avec, tout ça fait que ça se dégénère à un moment aussi. Et c'est aussi l'eau qui le transporte, puisqu'elle, elle est inconditionnelle. Elle transporte ce qu'on lui donne, sans savoir si c'est bien ou si c'est mal. Elle transporte. Donc, à nous aussi de faire le travail nécessaire pour calmer notre système nerveux. Il y a ça, voilà. Et un aspect qui va de pair avec ce que tu viens de dire en parlant de cohérence et donc du domaine de cohérence, c'est l'eau, ce qu'on n'a pas encore évoqué pour l'instant, c'est l'eau dans son rapport avec l'information. Avec, pardon? Avec l'information, Oui. qui est quand même peut-être pour moi depuis 30 ans le premier sujet. C'est la première chose que j'ai retenue quand j'ai croisé Jacqueline Bousquet. Pour moi, c'était l'eau interface et porteuse. Hein, comme tout à l'heure, j'ai parlé de Wi-Fi spirituel, en quelque sorte, interface avec le monde informationnel. Or, je rappelle, hein, tout à l'heure, je disais que, et c'est bon nombre de personnes qui le disent aujourd'hui, nous souffrons à la fois donc de cette oxydation, de cette altération, dérégulation, dysfonctionnement, sénescence, et de la perte de programme. Hein, je l'ai dit, et de la perte de programme. Et quand j'ai entendu ça de la part de Jean-Marc Lemaitre, qui est pourtant quelqu'un qui est un chercheur, bon, voilà, scientifique, qui ne va pas trop vers ce qui est quantique au départ, c'est pas forcément son truc. Bon, j'ai été épaté qu'il puisse, j'étais ravi. C'est-à-dire que nous souffrons aussi du fait de nous éloigner de la connexion avec l'information. Et c'est l'eau, là encore, qui est l'interface dont il faut prendre soin pour capter au mieux l'information. C'est pas le seul, c'est pas la seule chose. Et quand même, l'eau est un levier privilégié. Ça doit être Schauberger qui disait que l'eau est certainement le meilleur moyen pour relationner avec le vide quantique. Bon, voilà. Et notamment en adoptant une forme bien particulière qu'on appelle la quatrième forme de l'eau. Le fait que l'eau puisse adopter une nature
entre liquide et solide, comme un gel un tout petit peu, un plasma, et c'est sous ce format-là que l'eau. Et bon, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas parler de régénération cellulaire, de longévité, de vitalité surtout, sans évoquer cette quatrième forme de l'eau, ce H3O2, qui prend, comme tu le disais, on l'appelle aussi l'eau quantique, enfin, elle a tout plein de noms, l'eau morphogénique. C'est la vitalité dans le corps. C'est ce que les Chinois nommaient le qi, c'est ce que les Japonais nommaient le ki. C'est sous cette forme-là que l'énergie vitale peut circuler librement dans notre corps. Avec, bon, on ne va pas évoquer ça sur ta chaîne, tu as fait une émission magnifique sur cette quatrième forme de l'eau, mais sachez qu'il y a des eaux qui existent, et une en particulier, qui permet cela. Oui, tout à fait. Ça, c'est. Et d'ailleurs, là, bon, oui, comme tu dis, je ne sais pas si c'est le lieu ce soir pour évoquer tout ça, mais donc elle se fait à ce moment-là effectivement vectrice de cette énergie vitale, mais elle se fait aussi transductrice de la lumière en énergie électrique. C'est-à-dire que là, on a l'eau fournisseuse d'énergie, au même titre qu'il y a 4 gros fournisseurs d'énergie dans le corps. C'est l'activité musculaire, c'est l'eau sous cette forme-là et notamment la surface des membranes, c'est les mitochondries et c'est l'ADN. C'est les 4 grosses batteries corporelles aujourd'hui. Eh bien, l'eau a ce rôle-là, mais primordial parce que voilà, il y en a partout. Donc, c'est comme si on avait une multitude de centrales électriques dans le corps avec capable de nous fournir cette énergie libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui fonctionnent ensemble. C'est important de rappeler que ce n'est pas dissocier les unes des autres. Par exemple, la mitochondrie qui va générer de la chaleur, et les ultraviolets notamment, va permettre à cette forme d'eau dans le corps de pouvoir circuler et encore de se gorger de vitalité, d'énergie, photonique notamment, venant du soleil, dans notre corps. Et on ne peut pas faire l'impasse, même si ça paraît un peu compliqué ce qu'on est en train de vous raconter, on pourra rentrer dans le détail une autre fois, mais on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ces premiers mots sur le vivant et notamment ces notions de synergie, de symbiose, de syntropie, syntrophie et autres. On voit que tout ça collabore harmonieusement et que ça nous échappe et tant mieux. Nous, on peut agir sur le levier qui est l'eau, on peut agir sur éventuellement le levier qui est ma relation au verbe. Voilà, ça c'est tout ce que je peux faire. Et après, une fois que j'ai offert l'opportunité à mon corps d'exprimer la vie, mais la vie est courte et le corps sait faire. Et c'est ça qui est juste génial. Cette complexité peut s'exprimer dans une homéostasie et une homéostatérie idéale. Et c'est sous ces conditions, on en parlait il y a quelques temps déjà, et c'est sous ces conditions, je rappelle les conditions de l'eau vivante, hein, sa liberté de mouvement, la présence d'ions et d'électrons, son domaine de cohérence, la présence d'oxygène et d'hydrogène, c'est sous cette forme-là qu'elle peut prendre en mémoire. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à disserter si l'eau a une mémoire ou pas. C'est prouvé, c'est démontré, l'eau capte, stocke et transmet de l'information. Bon, voilà. Donc à partir de là, c'est notre responsabilité aussi, la manière dont on va boire, la manière dont on va manger, dont on va interagir avec notre environnement, d'y mettre le plus d'énergie, on va dire, schématiquement élevée, en tout cas sur des vibrations qui vont être captées par l'eau sous ces conditions de vie. Tout à fait. Attends, il y a Sandrine qui veut... Alors oui, est-ce qu'il y a des questions, les amis? Oui. Parce qu'on arrive gentiment à la fin de notre présentation. Alors allez-y, vous pouvez le poser dans le chat, dans la discussion, ou alors dans le fil de discussion, pardon, ou bien prendre la parole automatiquement, sans aucun problème. Ah oui, il y avait une question dans le chat, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'au final, le rythme de l'humain doit se caler sur le rythme de la nature et du vivant, et non l'inverse? Merci Lolo pour cette question. En tout cas, il doit s'inspirer. Hein, c'est pour ça que c'est pratiquement une des premières choses que j'ai citées en posant cet arbre et qui est vraiment transmise par, j'ai cité Baptiste Morisot notamment, et bien d'autres, Olivier Amand, enfin il y en a plein qui regardent comment s'exprime le vivant dans la nature et comment on doit s'en inspirer et surtout qui orientent notre placement. Quel est ce petit truc en plus, comment je peux venir me mettre là pour tout doucement changer certaines données et qui fait que la vie peut reprendre. Qu'est-ce que je peux poser qui va
baisser la charge oxydative ou acidifiante ou inflammatoire, et qui fait que, ah, ça y est, ça a entravé le bon fonctionnement de mon corps, ah, ça a entravé la réplication cellulaire, ah, ça a entravé la vie, tout simplement. Et bien, à partir du moment où je m'inscris là-dedans, où je lève les entraves et que je nourris la vie, donc on s'inscrit dedans. On n'est pas dans un laisser-faire total. Attention, hein, on a toujours une initiative à prendre. Ça, c'est pour moi, c'est un point qui est fondamental sur lequel je ne vais pas démarrer pour pas faire Ouais. 2 heures de plus, mais c'est quand même fondamental. Mais c'est dans une ascèse paradoxale d'un non-agir agissant, d'un ne Qu'est-ce que ça pas. veut dire? Qu'est-ce que tu Eh es en ben, train de ça me veut dire, c'est raconter? ça. C'est l'opposé de vouloir domestiquer le vivant. C'est l'opposé du contrôle à tout prix. De me dire, je vais pouvoir agir sur tel minéraux à tel endroit qui va faire qui aura telle incidence. Non, ça, j'ai pas le pouvoir d'aller interagir, ou c'est illusoire. Si, ponctuellement, je peux le faire, si j'ai besoin de traiter une indication bien particulière. Mais si on veut nourrir le vivant, c'est pas là qu'on doit se situer. Alors, est-ce qu'on doit nourrir le vivant ou est-ce qu'on doit se laisser nourrir par lui? Et du coup, il va nous nourrir ensuite. Mais on voit bien que si je ne fais rien, je perds. Ça, n'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Si je ne fais rien, ça reste pas stable. Je pourrais toujours me dire, si je fais rien, je vis sur mes acquis. C'est pas faux, mais ça tombe sous le coup de l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est croissant et qui tout doucement va m'amener à ces dérégulations, à cette oxydation, à ce dysfonctionnement, à cette sénescence, à cette dégénérescence. Donc, n'oubliez jamais que si je ne fais rien, je perds. Le vivant, lui, il est à notre service. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on change quelques petits paramètres, qu'on vienne nourrir, qu'on vienne corriger, qu'on vienne réduire, qu'on vienne nourrir le feu, hein, raviver les braises du vivant, dira Baptiste Morisot, qu'on vienne se reconnecter à l'information. Et là, oui, là, la vie s'exprime à travers nous de façon phénoménale, à travers la puissance, la prodigalité, la féralité, tous ces mots que je vous ai posés sur l'arbre du vivant. Et il y en a d'autres, hein. C'est pas exhaustif, c'est même exhaustif. Ben justement, en parlant des autres, de manière générale, les solutions, parce que l'eau vivante, on va dire que c'est le facteur X de tout ce que on entreprendra. Donc, on peut parler d'activité physique, et là, je ne parle pas de sport avec haute intensité, hein. On est bien d'accord. Le sport à haute intensité, ça favorise le stress oxydatif, par exemple, notamment l'inflammation. En tout cas, avoir à l'esprit que plus je sollicite mes métabolismes, plus je consomme de l'énergie, plus je vais avoir besoin d'un système de maintenance au prorata de ça. Exactement. Voilà. Donc, une compensation quelque part. Voilà. Donc, disons, voilà, une activité physique régulière, ça, on l'a beaucoup entendu. On n'a pas besoin de manger 3 ou 4 fois par jour. Je ne suis pas sûr que notre système digestif soit réellement fait pour ça. Et plutôt valorisé de manière générale. Bien sûr que je pense que la dopamine qui est liée au plaisir, de temps en temps, de se faire une bonne bouffe bien grasse, ça fait du bien, mais ça fera du bien d'autant plus que si nos fonctions type le foie, le pancréas, etc., fonctionnent correctement. Donc, on va dire que de manière générale, plutôt une alimentation, allez, 2 fois par jour, c'est déjà beaucoup, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, avec une digestion qui puisse se faire aisément. La manière dont on s'adresse à soi, tu parlais du verbe, la manière dont on s'adresse à soi, dont on s'adresse aux autres, les émotions que l'on vit et que parfois on entretient inconsciemment dans une espèce de boucle et qui génère du stress chronique et qui, là aussi, autorise la sénescence de nos cellules, entre autres. L'eau que l'on boit, c'est une évidence. Aussi, ce que vous respirez, là où dans notre environnement, qu'est-ce qu'on respire au quotidien, quelles solutions j'ai aussi pour aider mon corps à se débarrasser de ce qu'il a besoin de se débarrasser, parce que c'est quand même, j'allais dire une machine, c'est beaucoup plus qu'une machine, bien sûr, c'est une intelligence prodigieuse. Sa capacité à se maintenir en équilibre est extraordinaire. Voilà. Simplement, et je le redis, c'est ce qu'on disait au tout début, au début de cette masterclass, c'est de se rappeler qu'il a besoin de nous aujourd'hui. Il a besoin du conscient, il a besoin de notre conscience pour réaliser que il y a des choses qui sont anormales. Et ces choses qui sont anormales, on peut contribuer à ce qu'elles redeviennent, allez, on va dire, plus en équilibre.
Et si on lui donne si on lui redonne, si on l'aide à lui donner cette puissance qui est inhérente au vivant, hein, notre vie change. C'est une évidence. Vraiment avoir à l'horizon le fait que la réversibilité n'a pas de limite, la Alors, quand tu dis potentialité. réversibilité, en termes. Réversibilité, le fait de pouvoir revenir d'état dégradé, là où on se dirait, bah non, ça, je ne pourrais pas en revenir. La réversibilité n'a pas de limite, premièrement, et que sous ces conditions de pouvoir réduire l'oxydation et de restaurer le programme, une cellule peut régénérer éternellement. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexis Carrel, c'est Miroslav Radman, c'est Jean-Marc Lemaître. Ah oui, Donc tiens. potentiellement, on a tout ça. Potentiellement, on a tout ça. On a cette capacité de fonctionnement idéal, ce qui est porté notamment par ce qu'on appelle les propriétés néoténiques de la cellule. Bon, ça, je ne vais pas aller là-dessus, mais qui sont cette rétention de propriétés juvéniles. J'adore cette expression-là, et de potentiel juvénile. C'est-à-dire comme si on avait une éternelle jeunesse à l'intérieur de nous potentielle. Mais ça, c'est les neurosciences qui le disent. C'est pas un délire mystico-ésopété comme j'ai l'air de le faire des fois, euh, mais non, non, c'est les neurosciences qui l'objectif au niveau du fonctionnement neuronal et au niveau maintenant des mitochondries. On a niché quelque part cette rétention de propriétés juvéniles qui permet, si on les recontacte, de fonctionner au mieux à tout point de vue, en termes d'adaptabilité, de complexité, de maturité, tout ça. Il y a des études qui ont été menées sur des groupes de personnes de 70, 75 et 80 ans. L'idée, c'était de les accompagner à revivre, tiens, à 20 ans, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu étais capable de faire? Et de revivre leurs 20 ans en projection, en imagination, de hacker suffisamment le cerveau pour que, puisque lui ne fait pas la différence entre l'expérience que tu vis réellement et celle que tu imagines vivre avec intensité, les accompagner à vivre avec intensité ou revivre avec intensité en imaginant ce qu'ils faisaient à leurs 20 ans, la musique qu'ils écoutaient, les films qu'ils allaient voir, les interactions. Et en fait, tous les marqueurs montraient que tout ce qui pouvait être lié à la vieillesse et à la dégénérescence, eh bien, commençait à se modifier. Très intéressant. Donc, je pense que c'est chouette. Ben oui, c'est bien de compter ces expériences-là, c'est clair. Donc, on parlait on a brossé très vite le côté du verbe et de la mémoire de l'eau qu'elle va capter. Je pense il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur ce sujet. Vous pourrez aller voir. Ne nous croyez pas sur parole. Allez faire vos propres recherches, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur la mémoire de l'eau. En tout cas, on a une responsabilité. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y avait des questions? Alors moi, j'en ai une. Même si je connais la réponse, j'avais envie de te la poser pour que tu puisses l'exposer de manière très simple et vulgarisée. Tu parlais de Miroslav Radman tout à l'heure et puis de Alexis Carrel, prix Nobel, qui disait que potentiellement une cellule peut écoutez bien quand même, et tu vas évoquer les 5 points, mais potentiellement une cellule peut régénérer éternellement si. Voilà. Alors ça, évidemment, on a appuyé sur Alexis Carrel, prix Nobel, il y a de ça, il y a des décennies. Si la cellule est bien hydratée, Et l'eau qui hydrate. avec l'eau qui va bien, si elle renouvelle bien son eau, ça c'est intéressant quand même, la notion de vivre ce mythe du déluge au quotidien. C'est-à-dire, comment je peux renouveler cette eau qui me constitue? À l'intérieur de la cellule, hein. Là on parle bien d'eau intracellulaire. Si la cellule est bien nourrie, et là on sait pertinemment que l'eau est le solvant universel, l'eau est le messager universel, c'est elle qui met à disposition nutriments, énergie, information. Si la cellule se débarrasse bien de ses déchets, là on a vu que grâce aux ions négatifs, aux électrons et à l'hydrogène moléculaire, on a possibilité de vraiment faire baisser cette charge oxydante, cette charge liée aux déchets. Donc l'eau y participe là très largement. Et si la cellule entretient, conserve sa conversation avec la voisine, en quelque sorte, ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. Le fait qu'elle échange des informations avec son et ses environnements qu'elle côtoie. Et là encore, c'est l'eau qui le fait, notamment grâce à cette quatrième forme de l'eau qui permet la captation de l'information, le stockage de l'information, la restitution et la transmission de l'information. Il y a une question, Olivier, merci pour ça d'ailleurs, parce que tu as été un des. Bon, moi, tu es le seul que j'ai entendu me parler de ça il y a quelques années maintenant, sur cette
potentialité que la cellule pouvait régénérer éternellement. Bref. Gaël nous dit, à partir du moment où l'on commence à boire de l'eau vivante, en combien de temps peut-on estimer que la régénération cellulaire peut se faire? Donc, moi, j'ai envie de dire en préambule à cette réponse, que je te laisserai développer, Olivier, ça dépend. Oui, c'est ça, ouais. Ça dépend de ton âge, ça dépend de C'est- ton état interne, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va se faire. Voilà. Mais effectivement, tu as répondu en disant ça dépend, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a tellement Paramètres. de paramètres, tout à fait, et on part pas tous de la même ligne de départ, en plus. On n'est pas tous, voilà, partout, on a chacun notre soute à bagages, en quelque sorte, et en fonction du contenu, voilà. Moi, c'est simple, hein, je peux même parler de mon expérience. Moi, j'ai eu la chance, je dis toujours, d'être parti gamin avec 4 maladies auto-immunes. Bon, plus d'autres choses, hein, j'en passe, mais au minimum 4 maladies auto-immunes. Bon, bah, ça fait un soute à bagages déjà un peu rempli. Et donc, avant d'objectiver la notion de régénérescence, bah, il va y avoir déjà d'objectiver l'inversion d'une tendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est diagnostiqué de 4 maladies auto-immunes, bah, le pronostic fait que la trajectoire risque d'être comme ça. J'aurais dû finir bossu, j'aurais dû finir complètement raide au niveau articulaire, j'aurais peut-être dû finir avec un morceau d'intestin grêle en moins à cause de Crohn et autre chose encore. Et là, au moins, une première façon d'objectiver la puissance de tout cela, de cette vision-là du vivant et de cette expérience du vivant, c'est le fait de modifier la trajectoire. Et que lorsqu'on se retourne, on se dit, ah oui, bah, il y a quand même eu un chemin parcouru. Mais c'est pas fini. Voilà. Et c'est de continuer de rentrer dans ce processus, d'aider le corps à revenir d'un pronostic quelque part. Mais là, je parle de mon cas. Mais sinon, dans d'autres cas, ça se voit quand même régulièrement des personnes qui, au niveau des cheveux, des fanères, des ongles, enfin tout ça, tout ce domaine-là, objective assez rapidement, parfois, en quelques mois parfois, des cheveux qui rebrunissent ou des poils de barbe qui rebrunissent, des ongles qui vont bien mieux, une peau qui va bien mieux. Et après, on a toutes les expériences faites, notamment par Hiromi Shinya et Horst Filzer, dans le domaine digestif et cardiovasculaire, qui, eux, ont objectivé cette régénération tissulaire, cellulaire, au niveau de muqueuses intimes, donc la muqueuse interne de l'intestin ou de nos artères. Donc Oui, c'est vrai que, après le délai, on ne peut pas ouais. annoncer un délai. C'est vrai que de poser la question de cette façon-là, et je le comprends, parce que c'est comme ça qu'on a envie de poser la question, en fait. Moi, c'est presque la première question que j'ai envie de poser quand j'entends ça au départ. Mais c'est aussi de se dire, ben, si je pose cette question comme ça veut dire qu'après, je peux arrêter. En combien de temps ça arrive? Ok, ben, une fois que c'est fait, je peux arrêter. Mais non, en fait. Non. Ouais. Et là, l'idée, on sait qu'une personne qui fait 60 kilos, elle perd, sans faire de sport, hein, elle perd en moyenne 1,8 litres d'eau. Bon, donc il faut bien les compenser. Et ça, c'est constamment, en fait, c'est tous les jours. De la même manière que, je ne sais pas, tu décides d'avoir moins de pensées, on va dire, redondantes, hyper négatives, qui t'emmènent dans des états émotionnels terribles dès le matin au réveil. Bah, c'est pas juste, tiens, je vais le faire pendant une semaine, tiens, je vais faire un rituel pendant, allez, on m'a dit 90 jours ou 21 jours ou je ne sais pas combien. Et puis après, ça s'arrête. Non, en fait, c'est constant. Mais c'est une manière de faire qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus à faire parce que tu l'incarnes. Donc, tu n'as plus à faire quelque chose d'extérieur. En fait, tu vas l'intégrer tellement que ça deviendra naturel. Eh bien, cette eau vivante en particulier, c'est exactement ce qui se passe. Si jamais demain, on en est coupé pendant 3 semaines, un mois, bah, le corps, comment il va réagir? Ce n'est pas un médicament, hein, ce n'est pas un miracle. C'est souvent, moi, ce que j'ai envie de soulever, c'est ça, c'est qu'une eau vivante, elle n'a rien de miraculeux. C'est le corps qui est miraculeux. Et cette eau, elle redonne le pouvoir miraculeux du corps à faire ce qu'il sait normalement le mieux faire, se régénérer. Se régénérer. Exactement. Et on ne devrait pas avoir à se dire, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir de l'eau vivante? Vous imaginez où on en est? On devrait boire l'eau de nos torrents, l'eau de nos rivières, l'eau de nos ruisseaux. C'est fait pour ça au départ. Mais heureusement que ces solutions existent. Oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. C'est quelle eau que tu bois, Stéphane, depuis tout à l'heure? Merci, Yolande. Bah, c'est de l'eau vivante, tout simplement. Voilà, et Olivier aussi, il boit de l'eau vivante aussi. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera l'information, ou la personne qui vous a invité, potentiellement. Voilà,
on vous expliquera tout ça. Mais c'est une eau qui a ses caractéristiques. Et le truc, c'est qu'il n'y en a pas 150 qui existent aujourd'hui, malheureusement. Il n'y en a qu'une. Voilà. Et c'est pour ça qu'Olivier, du haut de tes 60... T'as combien là? Ah ouais, Je suis de 63, donc je vais avoir 63. voilà. 63 ans, regardez-moi ça. Hein? Ça entretient bien l'hydrogène moléculaire, les Ouais, fusions, et puis les 4 maladies auto-immunes peut-être qu'on ouais, boosté, bah oui, il y a ça. boosté deux, Plus trois un choses. état vertébral là, qui était bien avancé. Bref, ouais. Alors, il y a une autre question. Est-ce que l'eau vivante peut permettre de diminuer l'épaisseur, écoute bien Olivier, est-ce que l'eau vivante est en capacité de diminuer l'épaisseur de la membrane cellulaire? Alors, il faudrait préciser. Alors, est-ce que ça veut dire, Gaël, que euh, si on a une membrane qui serait trop épaisse, ça serait nocif? Est-ce que c'est Oui, ça c'est que tu veux ça. dire? Alors, si c'est dans cette vision-là, oui, on va dire. Si c'est si c'est ça qui est sous-jacent à la question, oui, ça va restaurer, comment on va dire ça? Oui, c'est ça, elle dit ça. Elle dit que c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est ça, une homéostasie telle que les physiologies, et notamment les physiologies membranaires, quelle que soit la nature de la cellule, où qu'elle se trouve et dans quel organe que ce soit, va retrouver comment dire, sa fluidité, sa perméabilité, mais perméabilité saine. Hein, c'est-à-dire que là, il se passe bien des échanges, que ce soit des échanges, on va dire, structurels, mais aussi d'informations. Enfin, tout est restauré dans des échanges. C'est pour ça que j'ai encore une fois mis tous ces mots-là en introduction, dans des échanges qui sont naturels à la vie, en fait, qui sont Et inhérents à la vie. j'en profite pour dire que la cellule, l'intelligence de la cellule, on a longtemps cru que c'était la mitochondrie, que c'était le noyau de la cellule. On s'aperçoit maintenant, alors quand je dis on, les scientifiques s'aperçoivent que l'intelligence de cette cellule serait justement la membrane, en tout cas ce qui Hum, recouvre cette cellule, déjà d'une. hum. De deux, elle baigne dans quoi cette cellule? De l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a majoritairement dans la cellule? De l'eau. Et j'en reviens un petit peu aux eaux que l'on boit, qu'on nous fait boire. Les molécules d'eau, elles doivent passer par des aquaporines. Alors, vous imaginez des petits tuyaux qui entourent la cellule, qui rentrent dans la cellule, et les molécules d'eau doivent rentrer une à une, un petit peu comme un serpent à la queue leu-leu. Touc, 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 touc. Comment voulez-vous? C'est juste du bon sens, les amis. Dans une eau qui est enfermée dans une bouteille, par exemple. Et je parle même pas des produits chimiques qui y a à l'intérieur. Hein. Juste que les molécules d'eau elles vont se regrouper entre elles parce qu'elles sont enfermées depuis trop longtemps. Elles vont faire des amas, des agrégats moléculaires, comme si on. C'est presque des cailloux, quoi, pour schématiser. Et expliquez-moi comment le corps peut extraire toutes les molécules d'eau dont il a besoin. Et surtout, moi, si j'ai envie de te poser ça comme question, Olivier, quelle énergie il doit dépenser quand il est face à ces espèces d'énormes clusters de moléculaires, de grappes moléculaires, quelle Ouais, énergie ouais, il lui faut pour une énergie folle, extraire en tout des cas, molécules? une énergie folle qui n'est pas, normalement, le corps n'a pas à dépenser cette énergie pour mettre à disposition de l'eau. L'eau, quand elle est vivante, d'elle-même, elle franchit, comme tu dis, les membranes, ses aquaporines, et elle a cette biodisponibilité totale et cette hydratation totale. Pour avoir une image, encore une fois, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, quand on a décrit l'eau vivante, c'est le fait qu'elle soit libre, accompagnée d'énergie et capable de s'organiser dans l'espace. Ce qu'on appelle la qualité colloïdale de l'eau. C'est le fait de s'organiser dans l'espace et d'offrir de l'espace. Ça, c'est vivant. L'état mort, c'est l'état opposé. C'est l'état flocculé. C'est l'état aggloméré. C'est l'état, voilà, comme tu disais, ces grumeaux d'eau que l'eau morte forme et qui n'est du coup, bien évidemment, pas biodisponible en première intention. Et c'est pour ça que quand on la boit, cette eau-là, et presque naturellement ou intuitivement, les gens qui boivent cette eau-là en boivent de moins en moins parce qu'ils sentent bien que elle ne sert pas à grand chose et qu'elle effectivement elle tombe sur l'estomac et qu'elle demande au corps une énergie folle pour essayer d'en extraire un tout petit peu quelques molécules. Exactement. Alors, moi, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Eh bien, je crois que non. En tout cas, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Euh, Laurent nous dit tout à l'heure, arroser pour faire pousser ses fruits et légumes, c'est réinformer la terre et les nutriments avec l'eau vivante.
Mm. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Ouais. Ouais, ouais, ça c'est ce qu'on préconise. Nous, on travaille là avec des jeunes femmes qui sont herboristes et qui font leur plantation, d'arroser quand ils font des semis ou quand ils plantent en terre et tout ça, d'arroser de toute façon avec au moins de la 9 ou de la 9,5, bon, peu importe, mais une eau en tout cas porteuse d'électrons, parce que c'est effectivement cette eau-là qui va informer la plante, qui va lui permettre vraiment d'exprimer son programme en quelque sorte. Et en plus, au même titre qu'il y a un équilibre d'oxydoréduction dans le corps, il y a un potentiel redox à la plante, c'est-à-dire que la plante, quand elle reçoit cette eau vivante, et donc cette énergie, cette présence d'électrons notamment, elle va pouvoir régler son redox en lien avec la couche organique et la couche minérale présente dans le sol, et ainsi réaliser son homéostasie pour qu'elle puisse vivre au mieux. Moi, je Et rappelle ça, le domaine l'homéostasie. végétal, c'est génial. Je rappelle quand même l'homéostasie, puisque c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé tout à l'heure. Et je ne parle pas d'homéostratérie, mais d'homéostasie, c'est cette quête d'équilibre. Et on parle souvent d'équilibre acido-basique, puisque chaque organe, tissu, etc., a un pH différent, plus ou moins acide, plus ou moins alcalin. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être passer au mot de la fin. Hein, Oui. mais on vous laisse quelques instants. Voilà, vous pouvez l'écrire dans le fil de discussion ou prendre la parole. C'est le moment, si vous avez des questions, que vous posez. En tout cas, moi, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'informations concrètes, solides et pragmatiques sur comment, qu'est-ce que j'ai à disposition dans mon environnement pour aider mon corps à retrouver son équilibre homéostasique notamment. Et depuis que je m'hydrate avec cette eau, depuis que je bois cette eau, ben, en fait, il y a une expérience à faire, les amis, c'est la vivre en fait. Et Olivier se présentait comme ça tout à l'heure, avec le corps, par le corps, à travers le corps. C'est le corps qui parle aussi. Voilà. Olivier, est-ce que tu as un mot de la fin à nous proposer? Un mot de la fin, il y en a tellement. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, on a là le facteur X, le levier idéal pour nourrir la vie, pour prendre soin de la vie, pour permettre l'expression de la vie et pour lever les entraves à la vie et permettre voilà, toute l'expression puissante de la vie. Il y a quelques citations qui me viennent en tête. Je sais pas, là où l'eau apparaît, la vie peut s'emparer de la matière. Il n'y a pas d'incarnation sans eau, dirait Jacques Bousquet. Vignelut dira, je sais pas, l'eau permet le transfert de la vie. Voilà, c'est vraiment l'élément incontournable, encore une fois, pour l'expression et le maintien de la vie. Et de faire en sorte qu'elle nous nourrisse. Voilà. Ben voilà. Donc plus on va informer notre eau avec le plus d'amour possible pour le vivant, pour soi, pour l'univers, je sais pas. Là, je parle d'amour aussi inconditionnel. Bah, je pense que nos eaux internes et les eaux externes euh, nous remercieront d'une certaine manière, comme on peut aussi, nous, les remercier, d'être en abondance dans notre vie. Et ça aide, ça aide. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Olivier. Bah, merci C'était, beaucoup, Stéphane, et merci à toutes et tous de votre présence, voilà. de votre curiosité, de votre écoute. Le replay sera disponible bientôt. On vous tient au courant. Et bah, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut!